Voici l'agent Spirit de Santo et la police de Miramar. Que se passe-t-il? Mon fils a disparu depuis dimanche et j'ai signalé sa disparition. Dwight a été signalé disparu le 18 octobre 2021. C'est à ce moment-là qu'une affaire de disparition d'adultes commence, et d'après ce qu'ils savent, il n'a disparu que depuis quelques heures. Un adolescent disparaît et c'est une course contre la montre pour le retrouver. Tu veux détecter ton bois? Oui, mais je ne veux pas sauter. Mais alors que les enquêteurs se rapprochent de la vérité sur ce qui s'est passé ici, ils tombent sur une scène dévastatrice. Pour 94. Les deux filles, elles étaient juste là, debout, mais elles ne bougeaient pas beaucoup. Et puis le gars tournait autour du feu, il jetait encore plus d'essence. Tu sais combien de documentaires criminels je regarde? Tu ne fais rien sans te faire attraper. Il y a des enfants. Jésus, Il y a des caméras partout. Miramar, Floride. C'est une banlieue tranquille de Miami, située entre les Everglades et la côte atlantique. C'est plutôt une communauté d'immigrants où des personnes venues aux États-Unis pour une vie meilleure élèvent leurs enfants et les envoient au lycée local en espérant qu'ils iront à l'université et trouveront de meilleurs emplois. Et le rêve américain vit à Miramar, faute d'un meilleur terme. Mais ce rêve d'une vie meilleure pour Magdalene Emile se transforme en pire cauchemar pour tout parent. Son fils de 18 ans, Dwight DJ Grant, a disparu. Et chaque seconde où il n'est pas là avec elle lui semble une éternité. D'accord, je vais y aller, je suis en route pour le bureau en ce moment, d'accord? D'accord, mec. Les agents demandent immédiatement à ses amis et voisins des informations sur Dwight Grant pour savoir où il aurait pu aller. C'est un bon garçon. C'est un bon garçon. Il ne boit pas, il ne fume pas, il sort, il a un ami, il sort avec ses amis. Il nous appelle littéralement tous tout le temps pour nous tenir au courant. Mike, quoi de neuf? Comment ça va? D'accord. Il va se coucher à 22h le soir, je ne plaisante pas. Dwight Grant vivait à Miramar avec sa mère, Magdalene Emile, et il partageait son temps avec son père, Dwight Grant Sr. Dwight Grant est un lycéen, c'est un excellent élève. Il n'y a aucune raison qu'il disparaisse soudainement sans laisser de traces. C'est un enfant? Prêt? Oui. Elle peut distribuer des flyers. Et la mère m'a dit qu'elle le cherchait depuis un moment. Elle est aussi allée dans les hôpitaux. Il n'y est pas. Mademoiselle Emile prend les choses en main et commence à faire tout ce qu'elle peut pour découvrir où se trouve son fils. Comme il avait 18 ans, il n'y a pas eu d'alerte enlèvement, mais il a été signalé comme disparu en tant qu'adulte et sa famille a commencé à imprimer des affiches avec sa photo et à faire le travail difficile pour essayer de découvrir ce qui lui était arrivé. Ils partent à sa recherche partout, mais ils ne parviennent pas à le trouver. Avant que la police ne soit impliquée, la mère de Dwight enquête elle-même sur la disparition de son propre fils. Et elle découvre quelque chose de glaçant. J'ai juste dit ça à la caméra à ce sujet. Monsieur l'agent, j'ai vu 2 personnes faire du mal à mon fils. Mademoiselle Emile, elle a pu accéder avec le personnel de la communauté aux images vidéo qui couvraient la zone extérieure juste à l'est de son appartement et la cage d'escalier. Elle a décrit avoir vu 2 individus qu'elle pensait être des hommes se battre avec son fils. Je ne peux même pas commencer à imaginer la douleur que la mère a ressentie à ce moment-là lorsqu'elle a vu sur cet enregistrement son fils se faire attaquer. Il y a une certaine forme de désespoir qui s'installe, mais il y a aussi autre chose de très important qui se produit au sein des familles. Il y a un certain degré de colère. Avez-vous déjà vu son fils dans les parages? Non, ce sont de bonnes personnes comme moi. On ne remarque que les mauvais, tu comprends? Ce sont ces locataires qui posent problème. Donc ce sont de nouvelles personnes qui n'embêtent personne. C'est ici qu'ils vivent.
Après avoir examiné les images de vidéosurveillance, un officier de police de Miramar part à pied à la recherche du moindre signe de Dwight. L'officier de Masso Espirito Santo se rend sur les lieux. Ils vont dans cette cage d'escalier. Une bouteille de sang est là-bas. D'accord. Il y a du sang partout. Il y a du sang qui a été nettoyé, mais mal. Il y a des buissons cassés. On se demande ce qui s'est passé ici. Oh là là! C'est une empreinte de pas. Les agents commencent à sécuriser la scène de crime. La seule pièce qui manque, c'est toujours cet enfant. L'enfant n'est pas là, l'enfant est ailleurs. Ceci va d'abord être votre scène principale. Attendez. Vous voulez que je participe à une mission de sauvetage sous couverture? D'accord, il va falloir qu'on s'en assure. Oh mon Dieu. Ils commencent à installer le ruban de sécurité et ils ne s'attendent pas à voir le corps. Ils tombent presque dessus parce qu'il était caché derrière des buissons, à quelques pas seulement de la porte d'entrée de la mère de Dwight. Cela ressemble presque à ce qu'on appelle classiquement un lieu d'abandon du corps. Lorsqu'ils ont soulevé son pull, ils ont remarqué qu'il avait ce qui semblait être une blessure par arme blanche à la poitrine et un examen plus approfondi a révélé qu'il avait une blessure encore plus importante au cou, également compatible avec une arme blanche. Les 3 principales blessures sont 3 coups de couteau. Il y en a un à l'arrière droit du cou, un au torse et un à l'abdomen. Pendant que les agents sécurisent la scène, des membres de la famille de Dwight sortent de l'appartement pour voir ce qui se passe. Pouvez-vous rentrer à l'intérieur, s'il vous plaît? Donnez-nous quelques minutes, nous viendrons vous parler. Rentrez simplement. Pouvez-vous rentrer à l'intérieur? Non. Faites ce que je vous demande, s'il vous plaît. Dans quelques minutes, Un officier viendra vous parler. retournez à l'intérieur. Oh non, d'où vient-il? En tant que mère moi-même, j'ai trouvé cela insupportable de regarder et d'écouter les images de la caméra piéton de la mère de DJ, non pas en apprenant qu'il était décédé, mais qu'un corps avait été retrouvé. C'était si proche de l'immeuble qu'elle a dû comprendre à ce moment-là ce qui l'attendait. Pouvez-vous rester à l'intérieur pendant que nous menons l'enquête, s'il vous plaît? Je pense que la police est assez sèche avec elle parce que tout ce qu'ils savent ici, c'est qu'ils ont une scène de crime. Leur priorité ici, c'est le défunt. Ils veulent justice pour lui. Tu dois être dans l'instant présent. Les effectifs sur place sont insuffisants. Fais venir le reste de la police, boucle tout, installe le ruban de sécurité et commence le registre de la scène de crime. C'est une scène de crime maintenant, alors il faut que vous rentriez à l'intérieur, d'accord? Mais il est important que tu confirmes l'identité parce que qui peut dire que ce n'est pas quelqu'un d'autre? Et donc, pour les enquêteurs, ils doivent s'assurer que ce corps est bien celui de DJ. À ce moment-là, il n'y a aucune identification du corps. Ils ont de forts soupçons qu'il s'agit de Dwight Grant. Le corps semble bien être le sien. Mais ce n'est que lorsque le bureau du médecin légiste intervient qu'ils prennent une photo du corps et la montrent à Dwight Grant Sr., que celui-ci est en mesure d'identifier formellement son fils. Ai-je vu des rues dans cette pièce? Non, non, non. Non! J'ai vu Dieu ici quand je suis rentré à la maison. Oh mon Dieu. Pouvez-vous retourner dans vos appartements, s'il vous plaît? Oh là là! Le médecin légiste a déterminé que la cause du décès était de multiples blessures par arme blanche et par objet contondant et que le décès a été classé comme homicide. Il était absolument évident que DJ était mort d'une hémorragie causée par ses blessures. Ces blessures étaient la cause du décès. Il s'agissait d'un homicide. Il y a aussi des blessures par objet contondant qui montrent clairement que Dwight s'est battu pour sa vie. Ça n'a aucun sens. Dwight DJ Grant était gentil, intelligent. On le décrivait comme quelqu'un de très mûr pour son âge. Qui aurait pu vouloir le tuer? Bonjour Miramar, Dante Félix ici. Et je vais vous présenter toutes les merveilles du lycée Miramar. Tout ce qui le rend attrayant, intéressant et surtout un endroit vraiment agréable où passer du temps. Dwight était un jeune garçon doux et drôle. Il venait tout juste d'avoir 18 ans en septembre 2021.
Il aimait les jeux vidéo Roblox. Il adorait tout ce qui avait un rapport avec les ordinateurs. Tous ceux qui rencontraient Dwight en retiraient quelque chose de positif. On le décrivait comme gentil, drôle, toujours agréable à côtoyer. Il ne causait jamais de problème. Viens quand tu te perds, mon pote. Le corps de Dwight fournit aux enquêteurs quelques indices. Les blessures par arme blanche révèlent une chose très clairement. C'était personnel. Parlons simplement du passage à tabac en tant que tel, surtout quand il s'agit de frapper quelqu'un encore et encore à plusieurs reprises. C'est un contact chair contre chair et c'est ce qu'il y a de plus intime. Vous associez cela à ce que je considère probablement comme la façon la plus violente de mourir dans le cadre d'un homicide, à savoir les blessures par arme blanche, parce que c'est à la personne qui manie la lame de planter cette lame dans le corps. Ce que les enquêteurs doivent faire maintenant, c'est retourner interroger toutes les personnes du cercle intime de Dwight. La grande question à se poser est « Qui déteste Dwight à ce point ?» Personne n'a vu la fuite sous l'escalier? Comment c'est en ce moment? Oui. Donc, à ce stade, les forces de l'ordre essaient de récupérer et de préserver toutes les preuves qui s'y trouvent. De l'ADN, des empreintes digitales, des traces de pas et trouver tout témoin qui pourrait avoir des informations. Nous sommes maintenant 2 jours après l'incident. Donc, les forces de l'ordre doivent s'assurer de prendre toutes les mesures aussi rapidement que possible pour préserver toute preuve numérique, toute autre vidéo ou image de surveillance. Nous savons qu'un angle de l'attaque contre Dwight existe déjà, mais les enquêteurs doivent rassembler toutes les images de surveillance de l'immeuble le jour où Dwight a été assassiné. Les images de surveillance montrent d'abord une femme qui ne porte ni masque ni rien pour se dissimuler. Et elle a 2 mèches blondes très distinctes, qui rencontrent ensuite Dwight et entrent dans l'escalier juste à l'extérieur de son appartement. Il y a aussi 2 autres personnes masquées, couvertes de la tête aux pieds, qui attendent dans la cage d'escalier. Ces personnes ont en fait tiré Dwight en arrière dans la cage d'escalier quand il a failli s'enfuir. Ensuite, vous voyez ces 2 personnes entrer et sortir de la cage d'escalier pendant environ 20 à 30 minutes et vous voyez la personne blonde faire le guet. Et puis, finalement, les images de surveillance montrent le corps de Dwight être transporté, jeté par-dessus la rambarde, puis traîné hors du champ de la caméra. À ce moment-là, la police comprend qu'elle n'a pas seulement affaire à un acte de violence, mais qu'elle a aussi 3 auteurs potentiels inconnus, tous habillés en noir, qui se sont en quelque sorte volatilisés dans la nature. La première piste à suivre dans l'enquête, c'est qui est cette femme mystérieuse? Car quand Dwight entre dans la cage d'escalier, il porte littéralement cette personne sur son dos. Cela suggère une certaine intimité, n'est-ce pas? Donc, en y regardant de plus près, cette jeune femme a une mèche blonde dans ses cheveux autrement très noirs, et cela la fait un peu sortir du lot. La mère de Dwight raconte aux enquêteurs tout ce qu'elle sait, y compris un détail qu'elle a remarqué sur les images de vidéosurveillance. J'ai vu 2 personnes faire du mal à mon fils. J'ai maudit une fille qui allait à son école. C'était la dernière personne à l'avoir vue. Et elle avait aussi peur. Mademoiselle Emile s'est rendue chez son opérateur mobile car le téléphone de Dwight avait disparu. Alors, elle commence à examiner tous les numéros de téléphone qui l'ont contacté juste avant sa disparition. À partir de là, elle entre en contact avec Christy Parisian et elle parvient à lui parler et découvre que c'est la dernière personne à avoir vu Dwight. Christy était une excellente élève et membre du club de mode impérial. Une fois que Christy est identifiée, les forces de l'ordre vont d'abord la rencontrer pour voir ce qu'elles peuvent découvrir, ce qu'elles savaient, si elles connaissaient les 2 personnes présentes sur les lieux. Tandis que des détectives interrogent Christy Parisian au commissariat, une autre équipe discute avec sa mère. Département de police de Miramar. Comment allez-vous, madame? J'attends ma sœur pour aller là-bas. Ça vous dérange de nous parler? J'ai déjà eu un détective ici une fois. Quand la police arrive chez Christy, on voit bien qu'elle ne sait pas ce qui se passe et elle essaye littéralement de quitter l'appartement pour aller au commissariat. Peux te parler une seconde par ici?
Donc en ce moment, il y a une enquête. Et j'imagine que c'est ta fille. Oui. C'est ma fille. Son nom est apparu. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir te garder hors de la maison pour l'instant. Moi? Oui. Rien qui ait à voir avec toi. Mais on doit empêcher tout le monde d'entrer dans l'appartement. Il n'y a personne d'autre à l'intérieur en ce moment? Non. D'accord. Nous avons des détectives qui vont obtenir un mandat de perquisition. D'accord. Ils attendent un mandat parce qu'ils savent que Christy est impliquée à ce moment-là. Maintenant, ils lui permettent de récupérer son téléphone. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Laisse-moi payer. Oui, peut-être que je vais appeler. Je ne pense pas que ce soit fou de parler de meurtre. C'est vrai, je confirme. Et j'aurai mon téléphone au sous-sol juste avant. Christy veut informer sa mère de l'endroit où elle se trouve et de ce qui se passe. Alors elle laisse un message très désinvolte à sa mère en disant qu'elle va être au commissariat de police. Il y a quelque chose de tellement glaçant dans la façon nonchalante dont elle explique ce qui lui arrive. Le ton de sa voix est tout simplement choquant. On pourrait penser qu'un homicide est un événement marquant dans la vie d'une jeune adulte. Et pour elle, c'était juste un mardi. Maintenant, au commissariat de Miramar, les enquêteurs interrogent Christy Parisian, 17 ans au sujet du jour où Dwight Grant a été assassiné. Et il faut garder à l'esprit qu'elle le désigne par son surnom, Dante. Si tu peux juste, je suppose, me mettre au courant. Comme ça, je saurai. Donc, en gros, je suis allée chez Dante. J'ai rencontré 2 gars de ces 4 Caller. J'étais Ayo Malma. J'ai fait bonjour, salut. Oui, j'ai donné mon nom, Christy. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit je suis sur papier et Ryan, bla 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 bla. Donc, tu as rencontré ces 2 gars pendant que tu marchais de chez toi à la maison de Dwight. Ils ont dit hey, maman. Maman, on était comme. Petite amie, s'il te plaît. Non, elle ne l'est plus. C'était ton petit ami, André. Oh, d'accord. Le nom André Clémence apparaît pour la toute première fois. La police savait à ce moment-là que c'était quelqu'un avec qui il devait parler. Christy décrit André Clément comme son petit ami qu'elle essaie de rendre jaloux. André Clément était l'un des tambours majeurs de la fanfare du lycée Miramar. Il jouait du trombone. On le décrivait comme un musicien talentueux. Il avait beaucoup d'amis, il était très populaire et avait aussi beaucoup de petites amies. Tu avais déjà décidé que tu allais tromper Andrea. Tu rencontrais Dwight pour genre coucher avec lui. Je ne sais pas si elle s'en souvient parce que j'ai découvert que toi, non. Avec qui t'a-t-il trompé? Quelqu'un de l'école? J'espère que non. Oh, tu ne sais même pas qui c'est? J'ai découvert qu'il me trompait en lisant ses messages. J'étais une petite amie flippante et je suis allée m'excuser. Écoute, on est tous passés par là. Je vais vraiment passer pour une copine très en colère, Margot. Ne fais pas attention à moi. Christy dit qu'elle va voir Dwight parce qu'elle est contrariée par son petit ami André Clémence qui l'a trompée. Et donc, elle va le tromper pour se venger d'André. Pourriez-vous les décrire? Ils portaient des masques noirs et des sweats à capuche. Christy Parisien raconte au détective qu'elle a rencontré ces 2 hommes afro-américains alors qu'elle se rendait chez Dwight. C'étaient 2 gars, ils avaient des voix graves. Je dirais qu'à 18 ou 19 ans, ils étaient à la puberté. Personne que tu reconnaissais, par exemple, de l'école? D'accord. Tu les as déjà vus auparavant? Tu sais, ils sont descendus et ils ont dit « Toi, t'es ma meuf, blablabla. C'est qui, toi? » Ils ont dit ça à Dwight. Et de qui disaient-ils que c'était leur meuf? Ils ont juste dit des mots. Je ne voulais rien entendre. Ils se disputaient et après, que s'est-il passé? Ils se disputaient. Il a tenté de fuir puis ils l'ont attrapé. Il a le regard hanté. À ce moment-là, j'avais complètement tourné le dos parce que je ne voulais rien entendre, rien dire. Je ne voulais pas être témoin de toute la scène. Christy dit qu'ils ont commencé à se battre avec Dwight et qu'elle s'est simplement retournée sans regarder. Qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps? Genre 15 minutes? 20 minutes? Il est juste là, moi j'ai le dos tourné et je ne veux rien voir de ce qui se passe. Mais tu pouvais entendre? Je peux entendre les mouvements, j'entends le pot palpal. Je me retournais parfois en disant « Arrête, ce n'est pas à moi de me taire ».
Christie poursuit ensuite en révélant quelque chose d'encore plus déroutant pour les enquêteurs. J'entends le couteau. Quel couteau? C'était dans la tête. Allez, ma fille, pourquoi tu me caches des choses? Pourquoi ne pas nous l'avoir dit plus tôt? Je ne pouvais pas savoir. Je suis désolée. Alors ils ont frappé au denté. Ils t'ont donné le couteau. Tu es allé dans le coin. Ensuite, ils l'ont jeté par-dessus la rambarde. Puis tu leur as rendu le couteau. Dire que c'est une déclaration incroyable ne lui rend pas justice. Il faudrait croire qu'elle embrasse quelqu'un. Ils sont attaqués par des gens tout en noir. Il est poignardé. Il saigne. Il est au sol. Mais au lieu d'appeler à l'aide, elle a dit « Voici ton couteau ». C'est totalement incompréhensible de rendre son couteau à quelqu'un qui vient de tuer la personne avec qui vous étiez en train de vous embrasser. Oh tiens, voici ton couteau. C'est un indice clé pour les enquêteurs. Ils savent qu'elle ne s'enfuit pas, même si je pense que toute personne rationnelle ayant été témoin du niveau de violence qui a eu lieu dans cette cage d'escalier aurait essayé de mettre le plus de distance possible entre elle et ses auteurs. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans ce cas. Christie, allez mec, arrête de mentir, arrête de mentir. Non, c'est tout. Franchement, tu tournes en rond et tu dis une chose puis son contraire. Je suis là pour t'aider et tout ça, mais tu me fais penser à mon fils quand il me raconte ton histoire. Elle invente ces deux personnes et elle dit qu'elle pense qu'elles vivent dans le bâtiment B, dans le même complexe d'appartements où elle vivait. Ce que Mademoiselle Parisien ignorait, c'est que l'inspectrice Interion participait au programme Officer Next Door. Donc, au moment de cet incident, l'inspectrice Interion vivait dans le bâtiment B, et donc, elle savait qu'il n'y avait personne correspondant à cette description qui vivait dans son immeuble. Lorsque les détectives insistent davantage, Christie dit qu'après cet incident avec les deux personnes cagoulées, elle retrouve deux amis qu'elle a croisés par hasard et ils quittent ensemble la résidence. Sur le chemin du retour, tu es revenu avec André et Jasmine. Et vous êtes allés d'abord à ton appartement? Vous êtes allés d'abord à l'appartement de Jasmine de Jasmine. Et ensuite, nous avons rencontré quelque chose. Et ensuite, nous sommes sortis et ils voulaient brûler tous les vêtements. Et ils ont brûlé tous les vêtements près du lac. Justin Smith est mentionné parce que Christie Parisienne donne aussi son nom. Donc, Justin est un peu plus jeune qu'André et Christie. Elle a 16 ans à l'époque. Jocelyn fait aussi partie de la fanfare à Miramar. Elle est proche d'André. Elle le considère comme un frère, un mentor, quelqu'un auprès de qui elle peut apprendre. De vieux vêtements ont été brûlés près du lac. Pourquoi feraient-ils ça? Quels vêtements ont-ils brûlés? Des vêtements de bébé? Pourquoi les brûler? Ils disent chercher quelqu'un qui a l'air triste. Je ne connais pas Marshall. Ça continue avec « Elle était déprimée à cause de ce meurtre et les deux autres ont décidé de lui offrir un feu de joie pour lui remonter le moral. » À ce stade, les forces de l'ordre savent déjà que Christie, André Clément et Jocelyn Smith étaient ensemble le soir de l'homicide. Parce qu'il y a eu le signalement fait à la sécurité concernant un feu de joie où il brûlait des objets derrière l'appartement de Jocelyn Smith. Les deux filles, elles étaient juste là, debout, mais elles ne bougeaient pas beaucoup. La fille, elle a gelé, elle faisait juste des mouvements d'avant en arrière. Elle restait au même endroit, mais bougeait un peu. Et puis le garçon tournait autour du feu. Il jetait encore plus d'essence. Est-ce que tu en as reconnu certains? Non, parce que c'était assez loin, mais en les voyant aux infos, leur visage, c'est là que j'ai pu me souvenir. Oui. C'était les mêmes personnes? Oui. Tu as vu les lumières? Oui, d'accord. Les détectives interrogent alors Christie plus en détail sur ce feu de joie. À qui sont ces vêtements? C'étaient leurs vêtements, ceux d'André et de Jocelyn. D'accord. Donc André, est-ce qu'il avait les vêtements avec lui? Non. C'était ses propres vêtements, ceux qu'il portait? Donc il les a enlevés. Qu'est-ce qu'il a mis? Il était juste nu alors? Non, il avait une tenue de rechange. Il avait une autre tenue? D'accord. Il a retiré ses vêtements et les a brûlés près du lac. Ils ont dit qu'ils s'étaient battus, comme lors d'une bagarre sanglante. Christie Parisien est confrontée à certaines des images de surveillance et elle s'identifie elle-même sur ces images. Cependant, elle nie toujours que les personnes qui apparaissent à ses côtés soient André Clément et Jocelyn Smith. Elle va jusqu'à dire lors de l'entretien des choses comme « J'ai demandé à André et Jocelyn s'ils avaient quelque chose à voir avec ça » et elle affirme qu'ils n'avaient rien à voir.
Les enquêteurs concluent l'entretien et demandent à Christy s'ils peuvent regarder son téléphone avant son départ. Christy leur donne le code d'accès de son téléphone et autorise les forces de l'ordre à effectuer une extraction médico-légale de toutes les données de son appareil. Il s'avère qu'elle n'est pas forcément aussi innocente qu'elle le laissait entendre, car ils commencent à fouiller ses messages et trouvent un texto qu'elle a reçu de son petit ami André disant qu'un meurtre allait bientôt avoir lieu. Maintenant, très rapidement, voici la vérité. Nous pouvons vous proposer une histoire aussi approfondie grâce au soutien de nos partenaires et la bonne nouvelle, c'est notre sponsor ici. Upside est incroyable. Pourquoi je dis ça? Upside vous permet de récupérer de l'argent. Oui, du cashback en plus sur l'essence, les courses et les plats à emporter. Il suffit de télécharger gratuitement Upside. Vous choisissez une offre parmi plus de 100 000 lieux, payez avec votre carte, vérifiez l'achat et récupérez de l'argent. Par exemple, si j'ai besoin de faire le plein ou de commander à emporter. Je cherche les offres sur Upside, puis après achat, l'argent apparaît dans l'application et je le transfère sur mon compte bancaire. Les utilisateurs réguliers d'Upside gagnent en moyenne 254 $ par an. Pour récupérer votre argent, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code. Et assurez-vous d'utiliser le code promo PrimeCrime, car vous recevrez un bonus supplémentaire de 25 centimes sur chaque gallon lors de votre premier plein d'essence. La police reçoit également ce tuyau d'un citoyen inquiet à propos de ce comportement suspect. Une chaîne de textos entre des adolescents du lycée Miramar. Aux infos, ils ont trouvé un corps près de Sharman Circle et montrent sans cesse la photo d'un garçon du lycée Miramar. Ils précisent ne pas pouvoir garantir que c'est lui. Sur mon téléphone, tous les textos disent que des gens de l'école sont là-bas et savent que c'est lui. Tu as parlé à un détective ou quelque chose comme ça? Non, je n'ai parlé à personne. Je suis juste venue ici parce qu'elle m'a dit qu'elle avait reçu ces textos de cette fille hier. Elle a dit que c'était le jour le plus traumatisant de sa vie quand elle l'a vue hier, donc sûrement dimanche. Je ne dis pas qu'elle a agi, mais je dois vous le montrer. Elle a été tuée, membre du gang. Maintenant, la grande question pour les enquêteurs, c'est de savoir si ces messages textes sont simplement des bavardages entre adolescents ou s'ils sont liés au meurtre de Dwight Grant. Il y a beaucoup de messages entre André et Christy qui te font vraiment hausser les sourcils. Par exemple, ils parlent du syndrome de Bonnie et Clyde, c'est-à-dire de quelqu'un qui est attiré par une personne qui commet un meurtre. Ils parlent aussi de poignarder des gens à mort, des semaines avant que cet homicide n'ait lieu. À un moment, Christy écrit un commentaire sur la couleur rouge qu'elle va choisir pour sa pédicure, pour rappeler le sang quand ils poignarderont quelqu'un à mort. Bien que les messages évoquent une préméditation, les enquêteurs ignorent toujours ce qui s'est passé le jour du meurtre de Dwight. Alors, ils portent leur attention sur Jazilyn Smith, 16 ans l'amie qui était avec Christy et André lors du feu de camp où ils ont brûlé leurs vêtements. Lorsque les forces de l'ordre vont à la rencontre de Jazilyn Smith, elle est chez elle. Elle est avec ses deux parents et elle parle aux forces de l'ordre sur son perron avec sa mère. Le père de Jazilyn est alité et incapable de quitter l'appartement. André m'a dit que quelqu'un m'avait énervé, que quelqu'un s'en prenait à la copine de quelqu'un d'autre ou quelque chose dans ce genre, pessimiste. Et il était contrarié parce qu'il avait besoin de soutien pour une bagarre. Il m'a dit que ce n'était qu'une bagarre. Finalement, il commence à ressortir qu'André avait une ex-petite amie et que cette ex-petite amie était sortie avec DJ d'une manière ou d'une autre et qu'André devait s'en prendre à DJ pour ça. Il m'a dit de m'habiller tout en noir et de le suivre. André. Oui. D'accord. Je porte du bleu, des cheveux roux, n'importe quoi. Et on monte l'escalier et Christy y va. D'après ce que je sais, Christy l'avait séduit. Et André m'a dit de le suivre en bas des escaliers. Reste ici et ait juste l'air intimidée, juste effrayée, puis on se précipite en bas parce qu'elle a eu peur. André disait « attrape-le » et on le traînait tous les deux dans le coin de l'escalier. On l'a poussé dedans et on se battait.
Jesselyn Smith dit aux forces de l'ordre qu'elle ne pense pas qu'un meurtre va avoir lieu. Jesselyn est informée qu'ils vont avoir un rechange complet de vêtements puis se préparer à se débarrasser de tous les vêtements qu'ils ont utilisés et à les brûler. Après qu'André lui ait parlé et que je restais juste debout, ils ont dit que c'était une bagarre et ensuite nous nous sommes retirés. Il y avait une arme, on m'a dit de la tenir. Jesselyn pense que toutes les armes qui sont apportées sont juste là pour intimider. Elle ne pense pas que quelqu'un va vraiment se blesser. André a pris l'arme et il se débattait. Et il m'a dit de ne pas me battre. Et il l'a blessé, nous l'avons blessé très gravement. Et ensuite il m'a dit de l'aider à le déplacer. Maintenant, la mère de Jesselyn est clairement bouleversée par ce qu'elle entend, mais elle décide de revenir et de donner à sa fille quelques conseils maternels. Tu sais combien de documentaires criminels je regarde? Tu ne peux rien cacher, ma fille. Mon Dieu, il y a des caméras partout. Elle n'a pas tort parce que dans ce cas précis, ils ont effectivement des vidéos de sa fille avec ce criminel, André. Et en plus, on voit Christy sortir de cette cage d'escalier sur la vidéo. Ils peuvent donc les situer à cet endroit précis. Quand Dwight a perdu la vie, c'est vraiment n'importe quoi, pour une histoire de fille. Un garçon. Ce qui rend tout cela encore plus insensé, c'est que toute cette violence semble être à cause de l'ex-petite amie d'André, et même pas à cause de sa petite amie actuelle, Christy Parisian Jason. Mais avec ça, ça suffit. Non, maman, j'ai besoin que tu continues à parler. Ça s'est arrêté. Et c'était fini, tout s'est arrêté. J'essayais juste de faire semblant et d'oublier que ça n'était pas arrivé. Je savais déjà que si quelque chose comme ça arrivait, je savais déjà que les flics allaient débarquer tôt ou tard, et j'ai déjà commencé à me préparer pour le pire moment. Maman, emmène-moi. Parce qu'avec tout ce que j'ai déjà dit, je suis complice et je le sais, et je suis désolé. Jesselyn Smith est interrogée par les détectives à l'arrière de la voiture de patrouille, avec sa mère présente. J'aimerais que tu me racontes un peu, étape par étape, comment tout s'est passé. Nous étions montés à l'étage. Nous avions franchi les grilles du complexe. Dès que nous sommes entrés, nous nous sommes dirigés vers la cage d'escalier pendant qu'il me disait de passer par ici pour éviter une caméra et ne pas être vu. Et puis, il a reçu un signal de Chrissy pour descendre les escaliers. Nous sommes descendus et il avait une arme avec lui. Il m'a dit de tenir l'arme. Il s'était approché du garçon et Chrissy s'était reculée et avait descendu les escaliers. Et qui a été le premier à dire quelque chose au garçon? André. Et tu te souviens exactement de ce qu'il a dit? Non, mais je me souviens qu'il a dit « Je suis presque sûr que tu sais pourquoi je suis ici et exactement qui je suis. Donc, on ne va pas rester assis ici à faire semblant que tu ne sais pas pourquoi je serai ici ou qui je suis. » D'accord. Que lui a-t-il répondu? Il a reculé? Il a dit « Tu entends la voix d'André ?» Puis André avait aussi enlevé son masque. Le garçon a essayé de s'enfuir. J'ai couru et j'ai aidé André à le plaquer et à le mettre au sol. On le maintient au sol. Je lui dis de se calmer, de se calmer. On veut juste parler. On l'a coincé dans un coin. Chrissy est redescendue avec l'arme et me l'a rendue. Et je suis juste là, debout, à la tenir, m'en servant comme moyen d'intimidation. André lui parle, lui dit tout ce qu'il a sur le cœur et lui explique à quel point il est en colère. Et puis il a continué en disant « Tu sais ce que je dois faire, n'est-ce pas ?»
que je dois te faire du mal, que je dois me venger de ce que tu as fait. Et le garçon dit, tu n'es pas obligé de faire ça, je ne te dérangerai pas, je ne dirai rien, je ne vous ai pas vu, je ne dirai rien. Rien? DJ, pour ainsi dire, supplie pour sa vie, dit que tu n'as pas besoin de faire ça. Il y a une issue. C'est un cas classique de préméditation, car ils s'y sont rendus avec les outils pour commettre le crime. Et puis, il y a eu une pause avant de commettre le crime. Il était là, debout, expliquant sa colère. Le garçon a tenté de fuir encore, alors André l'a frappé. Et il l'avait juste là, exactement où il le voulait. Et puis André a dû continuer sa petite tirade ou son discours qu'il faisait au garçon. Et puis il a expliqué au garçon qu'il allait le tuer. Jaslyn expose très factuellement ce qui arrive à Dwight Grant. Elle ne semble montrer aucune émotion ni aucun remords pour ce qui s'est passé à ce stade. André a demandé l'arme après lui avoir expliqué qu'il allait tuer l'autre garçon. Et je lui ai juste donné parce que je me disais, je ne sais pas trop, mais je me suis dit, d'accord mec, tu plaisantes. Et il avait pris l'arme et il avait poussé l'autre garçon dans un coin, et celui-ci le suppliait de ne pas lui faire de mal. André m'a dit de venir ici et de l'aider, et j'ai dit d'accord. Et je le tiens simplement. Puis André commence à le frapper rapidement. Et ensuite, après un moment, Chrissy a dit « Il y a beaucoup de voitures et de gens qui regardent. On va se faire virer. Tu dois te dépêcher. Donc André, fais ce que tu dois faire pour accélérer. On doit y aller. » André me regarde et il a une arme à la main. Et l'autre garçon, il a l'arme, il la brandit. Il essaie juste de ne pas se faire blesser. Et puis il avait une autre arme plus petite, il l'a sortie et il l'a poignardée juste ici. Où ça? Juste ici? Sur le cou, à l'arrière du cou? Sur le côté du côté droit? Jaslyn Smith donne une description très précise de l'endroit où se trouvent les blessures sur le corps de Dwight. Vous aviez dit que l'arme qu'André utilisait, il s'en est servi pour poignarder le garçon. Je suppose donc que c'est un couteau qu'il a. Il a un couteau. Une épée. Un quoi plus long? Une épée. Une épée. Donc c'était un petit couteau puis une longue épée. Il y avait apparemment 2 armes sur les lieux. Elle confirme qu'il y avait un couteau plus petit dont elle savait qu'André s'était servi pour poignarder Dwight. Le garçon a juste dit « Tu vas me tuer ». Il disait juste « Étrangle-moi ou finis-en » parce qu'il perdait connaissance par moment. Il disait « Étrangle-moi, finis-en ». Et André l'a arrêté encore une fois. Jaslyn Smith explique que Dwight Grant les suppliait de mettre fin à sa vie, de le tuer tout simplement parce qu'il souffrait tellement. Il n'était toujours pas mort et il reprenait connaissance par moment. Alors André m'a regardé et il m'a dit « Tiens-le simplement ». Et j'ai maintenu son bras et sa jambe. Et André avait pris la plus grande épée et l'a poignardé dans la poitrine. D'accord. Jaslyn était très cohérente lors de ces 2 entretiens, ce qui peut renseigner les enquêteurs. C'est ce qui s'est réellement passé. Elle n'invente rien. Elle n'essaie pas de se rappeler une histoire inventée. Elle répète constamment la même chose encore et encore. Elle affirme qu'André a pris l'épée et l'a plantée dans la poitrine de Dwight. Et bien sûr, cela a finalement conduit à la mort de Dwight. Aucun des 3 n'a montré de la pitié, en particulier André. André lui couvrait la bouche et le nez et avait une main sur sa poitrine là où il l'avait poignardé. Et moi, je tenais ses jambes. D'accord, il s'est calmé et puis il est lentement mort. Les forces de l'ordre ont pu identifier, grâce au relevé d'achat Amazon, un ensemble d'armes tactiques Snake Eye qu'André Clément avait acheté. Les forces de l'ordre ont d'abord eu connaissance de cet ensemble d'armes parce qu'une enseignante anonyme a soumis une photo de ce grand couteau noir et rouge ainsi que de 3 petits couteaux de type dague
qu'André Clément avait pris en photo et envoyé à un autre élève. C'est ainsi que les forces de l'ordre ont su quel type d'arme pouvait être l'arme du crime dans cette affaire. Il m'avait dit d'aller chercher des fournitures propres pour Chrissy, et à ce moment-là, nous n'avions pas mangé tous les deux. Nous étions tous les deux épuisés, alors il a dit « Pousse-le ici dans les buissons et laisse-le là. On décidera plus tard de ce qu'on va faire de lui. » Et j'ai juste dit « D'accord » parce qu'avant ça, il m'avait dit que c'était la première personne qu'il avait jamais tuée. Voyons si j'en ai envie. Le 23 octobre 2021, moins d'une semaine après la découverte du corps de Dwight Grant, Christy Parisian et Jaslyn Smith sont arrêtés pour son meurtre. Lorsque Christy et Jaslyn ont été arrêtées, elles ont été transportées au poste de police de Miramar. Tout le trajet en voiture a été enregistré en audio et en vidéo. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Rien. Ils ont pris mon téléphone. Ils ont pris mon téléphone aussi. On n'ira pas à l'université. On ne va pas pouvoir descendre. Allons tous au même endroit. Restons potes. Je sais, hein? On serait tous cool. Ils nous ont tous mis en uniforme, pas toi. Ils nous ont tous mis en uniforme, pas toi. Cet endroit a des uniformes. Oui, uniformes. Oh mon Dieu, je viens juste d'en sortir, tu sais. Jaslyn et Christy commencent à parler du fait qu'elles vont aller en centre de détention pour mineurs, qu'elles vont devoir porter des uniformes et qu'elles pensent qu'elles vont recevoir une sorte de peine avec sursis en fonction de leur implication dans cette affaire. Un mandat, prenons ça, un mandat. Je ne sais pas, soit ils viennent nous chercher tous les deux, soit ils viennent le chercher lui, ou quelqu'un vient le chercher, ou alors ils viennent juste nous chercher nous. Ils parlent aussi de Dreux. Où est-il? Pourquoi n'a-t-il pas été arrêté? Ils font des commentaires du genre « Eh bien, s'ils nous ont arrêtés avec une voiture de police, ils vont envoyer toute une équipe du SWAT après lui. » Écoute ça, oh là là! Je ne sais pas, c'est lui qui a parlé parmi nous trois, et j'ai découvert qu'il s'est levé aussi. Il n'a pas été arrêté. Les forces de l'ordre ont essayé d'arrêter André Clément la même nuit qu'ils ont arrêté Jaslyn Smith et Christy Parisian. Ils n'ont pas pu le faire. Monsieur Clément s'est rendu au service de police de Miramar le lendemain. Vous allez partir avec ce monsieur A. Une seconde. Vous êtes en état d'arrestation, vous faites l'objet d'un mandat d'arrêt, comprenez-vous? Tout ce que vous avez sur vous qui pourrait me piquer, me blesser ou me faire mal. Souhaitez-vous donner quelque chose à maman avant de partir? Tu écoutes? D'accord. Bien. Oui. Très bien, laisse-moi passer par ici. Monsieur Clément se rend. Il demande à parler à un avocat. Il ne fait pas de déclaration à ce moment-là. Il est emmené dans une cellule de détention et il demande quand il passera une évaluation psychiatrique. Christy ayant été arrêtée et placée en garde à vue, les enquêteurs doivent l'interroger à nouveau. Je peux vous dire que certaines des choses que vous nous avez dites mardi, nous savons avec certitude qu'elles ne sont pas vraies. En ce moment, je pense que la meilleure chose à faire pour vous est d'être honnête, d'être franc. Allons-y. Commencez. Sur. À propos. Le 11 de ce mois. Donc ce lundi-là, il m'a déposé chez moi et il a découvert que son ex-petite amie se jouait de lui. Qui est-ce? De qui parlez-vous? Il s'appelle André, d'accord. André Clemens. Je comprends. Je suis désolée. Je comprends. Tu veux protéger ton petit ami? Oui, mais je ne veux pas aller en prison. Donc, ça te met un peu dans une situation délicate, non? Tu es assise ici à nous parler à cause de lui, mais tu veux le protéger. Non. Christy a effectivement exprimé une certaine peur, voire une sorte de paranoïa, à l'idée qu'André sache que c'était elle qui avait parlé. André et moi parlions du fait que le garçon avec qui j'étais à l'école, dans le débat d'André, a découvert que Dante et lui avaient eu des relations sexuelles et il a été vraiment bouleversé par ça. Je lui ai dit par message que c'était celui-là.
Là, comment a-t-il découvert? Qu'il avait couché avec Dwight ou Dante. Donc en gros, on en parlait dans la voiture et il a dit « Je sais qu'il a tenu sa brune ». Et j'ai répondu « Oui, bien sûr, tu sais qu'il a toujours voulu ça ». Il a ajouté « Oui, je sais que Dante voulait ses maisons ». Je me suis dit que Dieu était dans la conversation. C'était une rumeur? Il l'a vu sur les réseaux? C'était une rumeur, l'école Romana. Et tu as commencé à en parler à quelqu'un, il disait « Où vas-tu la voir ?» Donc tu connais les messages. Tu as lu les messages sur mon téléphone. Tu m'as lu ces messages. Je ne pensais pas qu'elle aimait vraiment. Certains de ces messages textes qui ont été échangés avant l'homicide ont vraiment détruit l'argument du genre « Oh, je pensais juste qu'on allait le tabasser ». Parce qu'il est très difficile de prendre un message comme « Un meurtre va bientôt avoir lieu » pour un simple « Eh bien, je ne le pensais pas comme ça ». Surtout après qu'une personne ait été assassinée. Se battre avec lui, le repousser pour quelque chose, un classique de lycée, vous savez, garçon contre garçon, ce genre de bagarre, tu vas t'en prendre à ma copine. Mais je ne savais pas qu'il s'agissait d'un vrai meurtre. Donc, vous savez, j'ai vu le message, j'ai répondu donc oui à l'aide, je n'ai pas pensé à un vrai meurtre. Quand Christie minimise ce qui était prévu pour le meurtre de Dwight Grant, elle fait ça pour minimiser sa propre implication ainsi que pour essayer de protéger André. Quand tout le monde est arrêté, ils sortent toujours ensemble. Elle est toujours amoureuse de lui. D'après les quelques 5000 messages qu'ils échangent rien que du 1er au 19 octobre, elle est folle amoureuse d'André. Après ça, il a juste dit « Alors comment on va faire ça ?» Christie explique en fait à la police qu'il y avait un plan en place. Apparemment poussé par André, on lui a dit, en gros, de séduire Dwight, de le forcer à entrer dans la cage d'escalier. Christie devait ensuite attendre quelques minutes et il y avait une sorte de signal préétabli pour qu'André et Jaslyn descendent ensuite et confrontent Dwight. Ils sont arrivés à sa porte, ils montent à l'étage, Nadine est dans l'escalier, ils commencent à s'embrasser, la main sur la rampe, puis ils passent derrière et ils redescendent. Christie était l'appât. Il envoie sa propre petite amie servir d'appât pour ce meurtre, puis lui et Jaslyn les surprennent plus tard et attaquent. Il sort le grand couteau rouge et noir qu'il a découvert entre-temps. Le grand couteau épais rouge et noir qu'ils ont acheté sur Amazon. Je ne savais pas si c'était un de ses amis qui tuait en poignardant réellement le garçon à plusieurs reprises avec une arme blanche. As-tu vu qui a réellement poignardé Dante? Alerte. Plusieurs fois. Plusieurs fois? Plusieurs fois? Vous savez, une chose à laquelle on commence à penser quand on regarde toutes ces interviews, c'est est-ce que Christie a eu un moment où elle a pensé qu'elle pouvait intervenir et arrêter ce qui se passait? Et les détectives se posent aussi cette question. À aucun moment tu ne t'es dit, tu sais, peut-être que je devrais appeler le 17, peut-être que je devrais faire quelque chose à ce sujet. À ce moment-là, quand quelqu'un a un couteau et s'en prend à quelqu'un d'autre, tu n'as pas envie de t'en mêler au risque d'y laisser la vie. Tu vois? Eh bien, à ce moment-là, c'était Gary. Dis-moi ce qu'il veut dire. Ensuite, elle poignarde quelqu'un. Et même après tout ça, non seulement le meurtre lui-même, mais aussi le fait d'avoir été arrêtée et inculpée pour ça, Christie ne semble pas apprécier la gravité de la situation dans laquelle elle se trouve. Une fois que nous aurons terminé toute la paperasse et tout ça, nous allons t'emmener dans un endroit à Fort Auditor. Le centre d'évaluation pour mineurs, c'est la prison des mineurs. Oh mon Dieu. Je n'ai pas la réponse car je ne travaille pas avec eux, mais je pense que ça va durer un moment. J'essaie juste d'être honnête. None of us agreed premeditated murder. You understand a life was taken. And you had your hand in that, taking it. This is not some petty burglary or, stole some candy shop. A life was taken. It's the highest crime you could possibly commit. But we can't talk anymore. Alors je te souhaite vraiment le meilleur. Les enquêteurs trouvent encore plus de messages, cette fois entre André Clément, âgé de 17 ans, et son ex-petite amie. L'ex-petite amie d'André.
Elle avait mentionné le fait qu'André lui avait dit qu'il allait tuer la victime. Elle l'avait confronté et lui avait dit « Tu n'étais pas sérieux à ce sujet, n'est-ce pas ?» Et il a simplement répondu « On ne va pas parler de ça. » Avec tous les suspects désormais en garde à vue, les enquêteurs peuvent maintenant examiner plus en détail toutes les communications entre le trio. Les messages textes étaient une véritable mine d'or de preuves. Ils montraient qu'André Clément avait prémédité son acte plus d'une semaine avant que ce crime ne se produise. Il avait décidé que cela allait se produire le dimanche et que cela devait arriver avant le bal de rentrée. Lui et Christy Parisien ont échangé des idées pour trouver exactement où habitait Dwight Grant. Christy Parisien a également envoyé des messages indiquant qu'elle avait une fête d'anniversaire familiale à laquelle elle devait aller, mais qu'elle ferait tout ce qu'elle devait faire. Faire semblant de pleurer, simuler une sorte d'urgence pour ne pas assister à la fête d'anniversaire familiale. Bien que ces messages soient des preuves numériques importantes, les enquêteurs ont encore besoin de preuves matérielles pour relier ces trois suspects au meurtre de Dwight Grant. D'après les messages, nous savons qu'il manque un collier. André Clément et Christy Parisien avaient des colliers assortis en forme de cœur doré qu'ils portaient dans le cadre de leur relation. Les détectives finissent par retrouver le collier, le pendentif qui manquait à André Clément, sur le site du feu derrière l'appartement de Jaslyn. Les résultats ADN montrent également l'ADN de Jazilyn sur une partie d'un gant en latex qui a été retrouvé. Des mandats de perquisition sont exécutés au domicile de Christy et de Jaslyn, et là, les enquêteurs trouvent encore plus de preuves. Chez Christy Parisienne, ils trouvent les bottes que Christy portait. Des analyses ADN ultérieures de ces bottes révéleraient que le sang de Dwight Grant a été retrouvé dessus. Ils trouvent également le sac à main très distinctif orange et rose que Christy Parisienne a apporté sur la scène du crime, qui contenait les objets qu'elle utilisait pour aider à nettoyer après l'homicide. Entre les déclarations de Christy et Jaslyn, les images de vidéosurveillance, les données téléphoniques et les preuves ADN, les enquêteurs ont désormais une théorie solide sur ce qui s'est passé la nuit où Dwight a été assassiné. Dwight s'est défendu et a tenté de fuir, mais il a été tiré de nouveau à l'intérieur. Il a été maintenu au sol. On lui a dit qu'il allait être tué. Il a été frappé. Il a été poignardé 3 fois. Il a été bâillonné. Les déclarations des témoins présents, Christy Parisienne et Jaslyn Smith, ont toutes deux affirmé que l'épée était dans les mains d'André Clémence lorsque Dwight a été tué. Pour le meurtre de Dwight Grant, les 3 accusés sont poursuivis en tant qu'adultes pour meurtre au premier degré et complot en vue de commettre un meurtre. Et il est clair pour les enquêteurs qu'André Clément est le cerveau de l'affaire. André Clément avait le mobile, d'après ses déclarations et sa rancune envers Dwight, car Dwight avait commencé à sortir avec l'ex-petite amie d'André. André Clément était passé à autre chose et voyait quelqu'un d'autre, sans penser que son ex y avait aussi droit. André Clément a orchestré cet homicide, le meurtre de Dwight Grant, à cause de sa jalousie. Vous savez, cette affaire avait tout pour devenir un procès très médiatisé. Mais en août 2024, Christy et Jaslyn font un geste inattendu. Christy Parisienne et Jaslyn Smith ont toutes les deux décidé de plaider coupables. Christy et Jaslyn ont toutes les deux plaidé coupables à l'accusation moindre de meurtre au second degré et elles ont toutes les deux été condamnées à 25 ans de prison d'État en Floride. Mais André Clément veut encore tenter sa chance devant le jury. Lorsqu'André Clément doit être jugé, nous prenons les dépositions de Jaslyn Smith et de Christy Parisienne en prévision du procès. Nous préparons nos témoins et vérifions avoir tout pour prouver devant un jury, au-delà de tout doute raisonnable, qu'André Clément a commis ce crime. Mais à la veille du procès d'André Clément, le parquet est approché par ses avocats. Les avocats d'André sont venus nous voir, demandant si nous envisagerions un accord de plaidoyer. Selon la Constitution de la Floride, les victimes et leurs proches ont des droits importants et nous prenons cela très au sérieux. Nous avons donc rencontré Mademoiselle Emile et Dwight Grant Sr. et à partir de là, ils ont décidé d'accorder cette grâce et de permettre qu'un accord de plaidoyer ait lieu.
L'accord de plaidoyer a eu lieu juste avant que nous commencions la sélection du jury. André Clemens a été reconnu coupable du meurtre au premier degré de Dwight Grant. Il savait, en raison de toutes les preuves, des preuves numériques, des vidéos et bien sûr des témoignages oculaires qui le montrent en train de commettre l'acte fatal. C'est accablant, c'est presque insurmontable. Je ne suis donc pas surpris qu'il ait accepté un accord ici. Lors de la condamnation, Magellan Emile, la mère de Dwight Grant, fait une déclaration déchirante sur les conséquences du crime. Je n'aurai jamais accompagné mon fils là-bas. Il ne viendra jamais me dire quoi que ce soit parce qu'il n'est plus là, mais qu'il repose en paix. La maman de Dwight est l'une des personnes les plus adorables que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer. Elle a fait pleurer tout le monde dans la salle d'audience. Même le juge était en larmes et a dû quitter le banc. Je n'ai pas pu dormir la nuit dernière. Je pensais à cette affaire. Comment diable en est-on arrivé là? L'affaire a été présidée par le juge Ernest Calra. Il a été absolument dévasté par l'impact que cette affaire a eu sur toutes les personnes impliquées. Il y avait tellement de parents qui ont perdu leurs enfants. Il y avait la famille de Dwight Grant qui ne le reverra jamais, mais il y avait aussi la mère de Christy Parisian, la famille de Jaslyn Smith et même la mère d'André Clemens qui perdèrent leurs enfants à cause de ces actes. La juge a exprimé à quel point elle trouvait cela insensé. C'est juste une petite indiscrétion commise dans un lycée et quelqu'un décide que la sanction pour cela, c'est la mort. L'escalade dans cette affaire, c'est vraiment sidérant. André Clemens a été condamné à 40 ans de prison d'État en Floride, suivi d'une probation à vie. Obtenir justice pour Dwight est le plus important. La vraie justice serait de le ramener, mais le système judiciaire ne le peut pas. Nous pensons que la peine qui a été prononcée est une mesure de justice pour Dwight Grant. Il est parti pour toujours. Tout ça parce que quelqu'un est jaloux. C'est incroyablement tragique. 4 familles brisées à cause de la jalousie et de la rage d'un adolescent. Dwight Grant avait un avenir merveilleux devant lui. Il avait une famille qu'il aimait, des amis qui tenaient beaucoup à lui. Il avait hâte d'aller à l'université et de faire carrière. La manière insensée dont il a été arraché à sa famille et à ses amis par André Clemens, Jaslyn Smith et Christy Parisian entra sa famille et ses amis pour le reste de leur vie. D'accord, attends, voilà. Bonjour Maramar. Ah. Y a-t-il un format pour ça? Non. On va travailler sur des paroles de chansons célèbres. Mamie t'a pris en charge immédiatement. Ça te facilite la tâche. Tu ne le sais pas. Quel homme! Viens quand tu te perds, mon pote.